Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue à la taverne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Flame of War, sur l'ETC qui aura lieu en Belgique. Et cette fois-ci donc je reçois Fred Oz, euh, qui est un joueur émérite de Flame of War sur la scène compétitive. Salut Fred. Salut à tous. Peut-être pour te présenter, donc tu as été membre de l'équipe de France, voire capitaine pendant quand même plusieurs années. Et aussi, tu participes à un blog, enfin, ouais, c'est un site internet sur Flame of War, un site américain ou Anglais. anglais, ouais. Anglais. Donc c'est Beta, c'est ça? Break, Breakthrough Assault. Ouais, Breakthrough Asso, c'est ça, BTA. BTA, donc Breakthrough Asso. N'hésitez pas à aller le voir. En général, ils font des previews, des suppléments qui sortent sur tout ce qui est Flame of War, Team Yankee. Et Fred, il fait des analyses sur la méta en fait. Il avait analysé la méta late, il me semble, c'est ça? Sur, ouais, Ouais. sur les Britanniques, les Allemands, etc. Il analyse qu'est-ce que c'est les meilleures unités et tout. Pour quelque chose de compétitif. Voilà. Donc on y reviendra un peu plus tard. Donc est-ce que si tu veux ajouter quelque chose sur ta présentation? Moi, j'ai commencé à jouer au petit bonhomme début des années 2000. Je me suis lancé sur Flames of War en 2009 et j'ai continué à jouer, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est un jeu qui est assez facile d'accès, un peu dans les standards des Games Workshop. Donc tu apprends assez rapidement à y jouer et qui est suffisamment dense et riche, sans prise de tête pour pouvoir continuer à pratiquer pendant des années. Tu vois, moi, ça fait plus de 10 ans que j'en fais. Et qui finalement, tu vois, l'ETC rajoute une dominante complémentaire à la fois la compétition et à la fois le côté social, parce que tu rencontres des gens de tous les pays, de tous les horizons, et tu te fais des potes chaque année, tu retrouves des anciens potes, donc c'est très très agréable. Ouais. Et en plus, il me semble que vous avez été, alors je l'avais déjà dit la dernière fois, mais champion du monde il y a 2 ans, c'est ça? Ouais, écoute, on était très contents. En fait, le TC, j'ai aidé à lancer ça en 2012 avec un groupe de passionnés. Donc, on a introduit le TC, enfin, Flames of War à l'ETC, et c'est quelque chose qui s'est perduré jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, on est en 2023, donc c'est pas mal. Il y a eu une édition qui s'est pas faite en raison du Covid. Les autres, ça a été constant. Et moi, je les ai quasiment toutes faites, sauf sur 2007. Sur 2007, j'ai pas pu le faire. Mais c'est quand même une sacrée expérience humaine d'avoir en faisant ce genre de truc. Et cette année, je ne l'ai pas fait parce que je voulais prendre un peu de recul par rapport au jeu, passer un peu plus de temps avec la famille, le boulot. Et on voulait aussi, avec un certain nombre d'anciens de l'équipe, donner de la place aux jeunes, donner du renouvellement parce que on adore se voir et on est copains, c'est sûr, mais on voudrait aussi pouvoir montrer ça à d'autres, voir s'ils kiffent d'ailleurs, hein. Après, ils peuvent nous dire on n'aime pas. Et s'ils kiffent, bah, tu vois, pouvoir avoir un collectif un peu plus fort, pouvoir faire non pas une base de 6 7 personnes sur lesquelles on tourne, mais 10, 15, voire 20 personnes, Mm. pour ensuite. Et c'est vrai que plusieurs communautés ont des bases de joueurs beaucoup plus larges que les nôtres. Oui. Je pense aux Américains, je pense aux Anglais, où la sélection finalement est plus aisée pour eux parce qu'ils ont plus de monde. En Ouais, France, on va tourner sur un peu moins de gars et de filles, et ce serait pas mal justement de les faire un peu tous sortir parce qu'on est plusieurs centaines à jouer à Flames of War en France c'est et on ça. se voit pas assez. Oui, On c'est se ce voit pas assez, donc que. c'est un des vecteurs. Ouais, tout à fait, on est assez d'accord avec ça, parce que c'est ce que j'avais évoqué la dernière fois dans la vidéo qu'on avait faite, c'est qu'il y a beaucoup de communautés en fait, mais rassembler les gens et les faire bouger, c'est assez compliqué. Et tu Mm. vois, je sais qu'il y a une communauté où ils jouent pas mal à Montpellier, ils sont 5 6, nous on est 3 4 5 aussi à Toulouse, vous dans le sud-est, il y en a pas mal. Enfin, tu vois, on sent qu'il y a plein de gens qui y jouent, mais là la réunion est difficile, mais c'est bien que peut-être l'équipe de France ETC soit un peu une sorte de porte-drapeau de cette communauté, c'est très cool de l'avoir Mm. ouvert. Je précise aussi que ça s'appelle ETC, mais c'est pas simplement européen, il me semble, puisqu'il y a aussi Ouais. des équipes
international avec les Américains, les Néo-Zélandais, voilà, qui viennent À une aussi époque, jouer. tu avais les Canadiens, les Australiens aussi, tu avais l'Afrique du Sud. Tu as, tous les continents qui ont été à un moment donné représentés sur cette compétition. Alors, l'Europe, pourquoi plus que les autres? Parce que c'est quand même plus facile et plus central pour tout le monde. Mm. Euh, pour ceux qui ont pu faire des événements en Asie ou aux États-Unis, c'est quand même un peu compliqué. C'est un autre budget quand même pour y aller. Ouais, Donc, c'est un peu. Bon, on a plus la chance de le faire. Et puis après, l'Europe, c'est le cœur du Wargame. Donc, tu c'est vois, ça, voilà, Cocorico. c'est ça. Donc aujourd'hui, pourquoi j'ai contacté Fred, c'est pour faire une analyse des listes un peu autres que les listes de l'équipe de France. La dernière fois, c'était avec les membres de l'équipe de France. Ça, c'est pour analyser, de par l'expérience qu'a Fred et par la connaissance qu'il a de la méta, les listes d'autres équipes. Et il a sélectionné trois équipes qui sont généralement les équipes peut-être un peu au-dessus du lot, et pour voir un peu comment se construisaient les listes et un peu voir aussi quelle est la méta de Flames sur cette période-là, puisque vous savez qu'à Flames, il y a trois périodes, early, middle et late, et il me semble que la méta varie un peu entre ces trois périodes, même si actuellement c'est plutôt le middle et le late qui est mis en avant par Battlefront. Voilà. Pour une Donc, raison qui est toute bête, c'est que le early n'est pas encore ressorti. Et ils tout à sont en fait. train de bosser dessus pour pouvoir ressortir le early pour la V4. Donc on verra ce que ça va donner. C'est Et je ça. précise juste par rapport au terme de méta, parce que plein de gens ne savent pas forcément ce que Ouais, c'est. La manière la plus simple de la décrire, le metagame ou la metagame, c'est un instantané en fait. C'est une photo de l'état du jeu à un instant T. Ça évolue, par définition, ça a vocation à évoluer au fur et à mesure où finalement des unités, des factions, des règles peuvent changer, des coups en point également. Ça évolue aussi avec les joueurs qui sont finalement le cœur du réacteur sur un jeu de figurines, qui vont expérimenter un certain nombre de techniques, voire tester des choses et trouver finalement des petites combinaisons qui vont rendre quelque chose qui était totalement abscon réel et balèze. c'est Là ça. aujourd'hui, on est donc le TC s'est mis en mid-war parce que l'année dernière c'était en late war. Le gros changement qu'on a vu en fait sur le mid-war, moi si je devais les résumer en deux lettres, c'est KV en fait. Tu vois, c'est que l'état du jeu aujourd'hui, c'est que au mid-war, il y a un élément qui est un peu le perturbateur endocrinien du jeu, qui est cette espèce de gros char un peu tanky qui est super difficile à abattre, sachant que les armes anti-char, elles coûtent, anti-char lourd, pardon, elles valent lourd, elles valent cher et c'est difficile dans la lignée, que l'infanterie n'a pas d'armes anti-char au corps à corps, et que quelques ajustements de règles qui ont été faits par les designers de Battlefront font qu'en fait c'est quasiment inarrêtable d'avoir un KV dans tes lignes. Et juste sur l'ajustement de règles, tu avais un certain nombre de techniques qui étaient plutôt bien foutues, qui permettaient à une infanterie qui n'avait pas forcément d'armes anti-char de pouvoir bloquer des éléments blindés pour éviter qu'ils les enfoncent et qu'ils soient juste en train de lancer des dés. Donc Mhm. Battlefront étant plutôt dans une optique de jeu un peu moins compliquée et un peu plus facile, tu vois, ils ont enlevé ça sans forcément voir les conséquences. Ouais, Et ok. tu le vois bien dans les équipes que j'ai sélectionnées, ces deux lettres, en fait, elles sont patentes tout le temps. Ouais, Soit elles sont là clairement, les mecs ont joué des KV, soit ils ont réfléchi en disant, tu sais quoi, on va se prendre des KV dans la figure. c'est ça. Et c'est ce qu'on avait aussi vu avec l'équipe de France entre les lignes, puisque aussi on aligne des KV. Alors, on a fait ce petit point méta, maintenant qu'on a bien compris le terme. Par quoi tu veux commencer donc, Fred? Moi, j'ai sélectionné trois équipes qui sont l'Angleterre, les États-Unis, la Pologne, et on va les afficher dans cet ordre-là pour deux raisons. Déjà, c'était le podium de l'année dernière, c'était Mhm. États-Unis, Angleterre et Pologne. Ce sont des nations qui sont plutôt des bonnes nations, voire des très bonnes nations. Aujourd'hui, moi, j'aurais tendance à dire qu'en tiers 1, tu as plutôt États-Unis, Pologne, et en tiers 2, tu vas avoir l'Angleterre et puis d'autres équipes. Elles ont l'avantage d'avoir des gros joueurs non seulement compétitifs, mais qui comprennent aussi le principe du jeu en équipe. Le TC, c'est pas que des armées individuelles alignées, c'est plusieurs armées qui vont toutes synergiser ensemble. Et puis, je les ai sélectionnés parce que pour vous en tant que viewer, c'est assez facile. Il y a des méta qui sont plus faciles à lire que d'autres. Donc, si vous voulez regarder, commencer par ça et vous imprégner finalement de l'esprit midoir, c'est bien de regarder celle-là plutôt que des trucs un peu plus compliqués. Il y a des équipes qui ont des méta qui sont très très compliquées.
à mettre en œuvre des armées qui sont vraiment très très techniques et c'est pas forcément évident si vous voulez vous lancer, notamment dans la compétition, d'aller essayer de chercher des trucs ultra compliqués. Là, j'ai trouvé que ces trois, et en termes de gradation, c'est d'abord l'Angleterre plus simple, États-Unis un peu moins simple et Pologne un peu plus compliqué, sont plutôt faciles d'accès et de compréhension. Ouais. C'est pour ça que je les ai mis. Tout en sachant que l'ETC, c'est quelque chose qui regroupe toujours, hein, d'autres wargames. On va retrouver à Age of Sigmar, Warhammer 40 000, etc. Et on retrouve ces trois pays comme les tops aussi dans les autres jeux. États-Unis, Angleterre, Pologne, c'est vraiment des pays où le wargame et le wargame compétitif est porté quand même assez haut, quoi. Donc voilà. Donc tu voudrais commencer par l'Angleterre, c'est ça? Yes. Ok, let's go. Alors l'Angleterre avec alors après j'ai et Turner, laquelle tu veux en premier? Alors, ce qu'il faut voir sur les équipes, c'est que analyser une liste par rapport à l'autre, tu vois, ça n'a pas vraiment d'intérêt. En fait, il Ouais, faut les analyser dans la globale. Donc, si tu veux, on peut commencer par. Ils ont deux listes URSS. Alors, je n'ai pas forcément le nom, je crois qu'il y en a un que c'est Graham. Non, c'est Marc Goddard. Et la deuxième, je ne sais plus qui l'a. Ça doit être Ian Brook qui l'a. ok. Ces deux listes-là, tu me dis laquelle t'affiches à l'écran Alors là et je fais. tu veux les Russes, c'est ça? Alors là je vais commencer Ouais. par Ok. Godard. Marc Godard. Alors, Marc, il a un concept, si tu veux, c'est très bien que tu commences par ça, parce que ça, c'est la liste la plus basique que tu puisses faire. C'est une liste, en gros, il a de l'infanterie un peu plus péchue, parce qu'elle est héros. Indice, aujourd'hui, en l'état actuel du jeu, personne ne joue l'infanterie de base. Elle est vraiment pas bonne. Ouais. Elle est pas forcément pas chère. Tu dois en prendre beaucoup. Et elle a une sauvegarde à 4+, qui fait que tu prends vachement plus de pertes. Donc, Hmm. quasiment tout le monde joue héros. Il faut vraiment avoir une bonne idée pour jouer pas héros. Il joue deux escouades de mortier avec deux cartes qui sont très fortes qui s'appellent reconnaissance par combat. Reconnaissance par combat, en fait, te permet de relocaliser Les des marqueurs? Renjin, Ouais. ouais, des Renjin marqueurs en début de partie. Donc, les mortiers russes et les Russes en sens large sont quand même connus pour avoir un mauvais skill. Donc, arriver à range, c'est compliqué. Ouais. Là, tu vois, cette carte, elle négate tout ça. Elle te dit, bah ouais, tu peux faire. Tu peux remettre les Renjin où tu veux et je vais te taper avec mes 2x6 mortiers, donc ils vont relancer léger pour toucher raté. Derrière, il a une formation de BA, il a une grosse unité de Stuart le Stuart, c'est 10 un Stuart, char quoi. léger, mais finalement, c'est plutôt un char moyen pour le mid. Il a un canon correct, il a surtout 5, il a 4 ou 5 tirs de mitrailleuse. Ouais. Donc, quand tu vas débarquer avec 10 chars, bah, tu vas faire du piou-piou et tu vas faire des dégâts. Ouais, surtout Et pour le finir, nombre, 10 c'est waouh. ouais, 10 c'est pas mal pour faire un certain nombre de choses, notamment des réserves, des embouches, et les sacro-saints, à la fois des KV normaux et à la fois des KV8. Hmm. Et là, tu es dans une liste qui se pose pas de questions, qui peut, telle qu'elle est montée, aussi défendre, même si c'est pas forcément sa cam, mais qui a vocation à aller sur de l'infanterie, du véhicule moyen, plutôt du léger aussi, et lui rentrer dedans et lui dire c'est moi le papa. Celle-là, c'est vraiment la base de la base. Alors peut-être tu l'as. Évidemment, il y a une armored formation, hein, c'est aussi la base. C'est quoi que tu appelles une armoire de Tu sais, formation? les BA10. Ouais, la formation de Rocco. Et la Ouais. formation de Rocco qui est pas chère et qui te permet de faire quand même un certain nombre de choses. Aparté sur les formations de Rocco, on n'en voyait pas en version 3 parce que les Rocco avaient un autre rôle et étaient un peu plus chères. Elles enlevaient notamment le gun to ground. Là, le système de la V4 fait que les formations de Rocco s'inscrivent totalement là-dedans. Hmm. Elles sont pas très chères parce qu'elles sont relativement faiblardes individuellement, mais elles permettent d'être très intelligentes pour défendre des points que tu attaques ou tu défends, bah, tu as toujours des objectifs en jeu. Hmm. Et avec le système des réserves, finalement, tu es quand même incentivé à avoir ce type de formation. Tout à fait. Donc voilà, donc une liste russe, on va dire Ouais. classique. Euh, L'autre est un peu moins classique, mais finalement assez miroir de celle-là. Tu vas avoir, donc c'est la liste de Yann, ouais, où tu as du Stuart encore, tu en as encore plus, tu as du ouais, Lee, tu as des mortiers, petite platoon d'infanterie de finish, et des KV8, des KV1, de la reconnaissance en BA et une carte Lucky.
pour pouvoir faire de la relance. Alors, deux choses par rapport à ça. Cette liste, elle est finalement dans la même optique que celle de Marc. Je vais plutôt te rentrer dedans. Elle a l'avantage d'avoir plus de châssis qui la rend un peu plus à même de se mouvoir facilement sur le pré. Et elle n'a qu'une formation, ce qui explique aussi que tu as Lucky. Lucky, c'est vraiment la carte go-to si tu n'as qu'une formation ou si tu as des alliés. C'est inestimable de pouvoir relancer un jet de motivation à un instant clé de la partie Ouais. ou de relancer un jet d'arrivée de réserve dispersée. Donc c'est pour ça que beaucoup de joueurs ont tendance à dire si je prends qu'une formation, systématiquement je prends Lucky. Ouais. Si je prends un allié, systématiquement je prends Lucky. Hmm. Et si j'ai deux formations et que j'ai encore un point qui me reste, bah vas-y, je prends le Lucky aussi parce que c'est toujours utile. Vraiment, Ok. la relance dans ce jeu, c'est la Et folie. bon, je suppose que être allé chercher la formation de Lee, c'est pour lui ouvrir les Stuarts et les Ouais, mortiers, etc. Ok, c'est pas pour le ouais. Lee, quoi. Toutes les formations de soviets, enfin de chars soviétiques, ont toujours un mortier, enfin une escouade de mortiers et une escouade d'infanterie. Et tu verras dans là, dans les trois méta, là, ils le sélectionnent tous. Les mortiers, c'est toujours utile pour mettre pin down ou enlever des canons et de l'infanterie et éviter les concentrations. Et la petite infanterie, et a fortiori celle-là qui est en SMG, qui tape pas mal du tout au CAC, qui tape sur du 2 ou du 3 au CAC, bah, c'est très bien pour aller chercher le corps à corps finish qui va bien. Ok, Et voilà. ça marche. Alors, est-ce que après, on va avoir des Roumains avec, Ouais, ou si tu veux faire autre chose. ouais. Alors la liste de Roumains, elle est assez classique. Elle est vraiment plutôt défensive entre guillemets à l'ancienne. Tu vas retrouver du rifle, du mortier. Il y a deux unités de canons anti-char, des petits canons de 47, des canons de pack 40, complétés par des canons de 75 d'arty qui finalement, enfin 80, je crois que ça s'appelle en, Ouais. en roumain, qui, tu vois, qui finalement sont des trucs qui peuvent faire du bombardement, mais qui peuvent faire aussi de l'anti-char Hmm. à 8 ou à 9, ce qui est quand même pas mal du tout finalement au mid-war. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des Stuarts. Bah, les Stuarts, en direct, ils aiment pas se frotter à ce type de canon-là parce que bah, du 9 contre du 3, il reste plus grand-chose des, C'est des brins clair. Stuarts. Il a rajouté deux, trois petites unités en plus, les pionniers, la Rocco, des R2 qui sont des petits chars de combat très clairs. Et après, la grande spécificité, là, on arrive sur des Tigers. Donc, le tigre allemand que le gars joue, bien évidemment avec le Lucky pour le fiabiliser, parce qu'en gros, un tigre sans Lucky, c'est pas la peine. Et Ouais. beaucoup de joueurs se disent, et notamment les nouveaux, se disent, mais putain, pourquoi je vais payer 29 points pour un char? Et la réflexion est bonne. En fait, le tigre, il faut le voir comme un pompier, tu vois, c'est ton stop-gap. Lui, il va être en réserve, il va consommer énormément de ton budget de réserve parce qu'il vaut 29 points, Oui, et il d'accord. va arriver, il va te débloquer un certain nombre de situations ou à l'inverse, il va figer la table à un instant. On parlait tout à l'heure de listes avec des KV, bah, non plus quoi faire, tu vois, il y a 7 KV dans les deux autres listes. Hmm. Bah, un KV contre un tigre, le KV fait rien Ouais. sur le tigre. Donc le tigre va être là sur un objectif et dire bah tu gagnes pas mais je gagne pas non plus. Donc c'est vraiment un truc de pour pas perdre et t'en vois finalement pas mal même dans les grosses équipes. Surtout en termes de distance de feu, c'est quelque chose qui tire très loin aussi. Ouais. Voilà, donc qui permet de voir venir. Non, non, c'est en général, c'est vrai qu'en allemand aussi, pas mal pour la réserve. C'est bon pour le roumain? Ouais. Alors là, on était encore avec. On passe avec le hongrois aussi. Alors il y a deux listes hongroises, Alors je la sais hongroise, pas c'est celle laquelle je. de Klaka Graman. Graham. Klaka Graham. Celle qui est, Alors de mémoire, c'est celle que j'aime pas pour une raison celle qui qui est est avec toute bête. motorisé, Rifle Company, du support, Armored Car. Et voilà. Euh, Est-ce que c'est celle que j'aime pas? Non, ça j'aime bien. Donc celle-là, ouais, voilà, t'as deux choses pareilles. Donc t'as une tétrachée de rifleman Hmm. avec un peu de mortier, un peu de canon anti-char qui vont bien, un peu de canon d'artillerie. C'est pareil, tu vois, c'est le même principe de dire je Oui, défends, je défends, je défends, c'est ça, et ouais. qui va avoir des packs 40, des mardeurs Hmm. et une formation de repos. Donc là, tu es clairement dans un mix de défense V3, V4, à la fois avec de l'infanterie, des canons et de la reconnaissance, un maximum de troupes qui sont careful pour prendre le moins de dégâts possible et tu essayes de tenir. Alors,
je disais que je n'aimais pas trop celle-là. Je pense que malheureusement, ce type de liste est totalement dépassé par ce qui se passe aujourd'hui sur le Midwar. C'est-à-dire que, tu vois, là, il aligne quand même plein de canons, Ouais, des mardeurs et tout. Et bah, tout ça, une fois que la fumée s'est dissipée, bah, il restera toujours des KV sur la table et les KV, il ne pourra pas les arrêter. d'accord. T'as ce plafond de verre, en fait, avec des canons type PAC 40, type 76, type mardeur qui font que percer à 12, c'est cool. Même quand tu tires à courte portée dans la pampa sur des KV, bah 4 mardeurs sur 4 KV, il reste des KV, quoi. C'est ça. Et tes mardeurs, bah, ils sont là, ils sont sortis et ils peuvent rien faire par rapport au reste là. Et Ouais, c'est ça que d'accord. j'aime pas trop sur le mid et que je reproche beaucoup au mid. T'as pas du tout ce phénomène-là, en fait, en late war. T'as Non. toujours finalement un moyen de contrer. Le blindage à 8 maxi, plus la létalité du late war, plus le fait que l'infanterie ait des armes, plus le fait que tu aies beaucoup de petits chars qui peuvent faire genre des Sherman à la con, tu vois, mais des Sherman qui viennent de flanc et qui te tirent, Oui. et bah t'as pas ça en mid. Donc typiquement ce genre de liste, moi j'aime pas parce que elle est bah, je bloque et je vais essayer de tenir en lançant des dés et en étant persuadé qu'à un moment donné, bah ça risque de pas passer. Disons qu'en plus, cette liste, comme tu disais au tout début, dans le jeu d'équipe, tu sais qu'il va falloir que tu l'orientes qu'elle évite le KV en fait. Et donc dans ta matrice d'équipe, ça va être aussi peut-être plus compliqué à jouer. Ouais, et t'as raison. Et là, dans leur méta, bah, on le fera à la fin, mais on garde ta remarque pour tout à l'heure. Ils ont un certain souci à cause de ça, justement. Ouais. Alors là, on a la deuxième force hongroise, Ouais, qui est Stowell Paul, ouais. qui est la Celle-là est un peu même. plus équilibrée. Mais alors, c'est la Alors, même, mais il n'y a pas la Reco, ouais, la c'est une Casbah. force qui est un peu plus équilibrée, où tu vas avoir finalement un peu plus de choses et un peu moins, j'explique, tu as un peu plus de rifle, HMG, c'est des troupes un peu de merde, mais en fait, il va en mettre plein sur la table. Sa puissance de feu anti-char est limitée, mais lui a un tigre. Ouais. Et pour moi, le défaut de cette liste, c'est que il n'a pas le ki, alors qu'il en a besoin. En Mhm. fait, comme Jean-Michel et Loïc l'ont dit la dernière fois, quand tu crées ton équipe à l'ETC, tu te partages un certain nombre de cartes. Ouais. Et deux armées hongroises ne peuvent pas prendre chacune Lucky, par Mhm. exemple. Or, la formation hongroise qu'on a vue tout à l'heure, elle n'a absolument pas besoin de Lucky. Elle a deux formations et elle Ouais. n'a pas d'unités qui ont vraiment besoin d'avoir ce Lucky-là. Mhm. Et cette armée-là, eh ben, elle a impérieusement besoin de Lucky et elle ne l'a pas. Et pour moi, je pense que c'est une vraie faiblesse dans leur jeu, alors que la liste, fondamentalement, est meilleure que la précédente. D'accord. Ok. Intéressant. Et on finit avec des Italiens Avanti Ouais, Force, il me semble. Ouais, de ouais. Turner Edward. Ouais, là il y a un schéma, tu vois, qui se distingue sur les Italiens. Les Italiens, pendant longtemps, ça a toujours été l'armée un peu one again du Midwar. Tu savais pas trop ce que tu pouvais faire avec. Et en fait, récemment, BF, on a fait une armée assez fiable. Déjà parce Mhm. que de base, tout le monde est careful, donc ça aide. Même si tu peux avoir potentiellement des morales un peu dégradées, mais le fait d'être careful, ça aide. Et c'est une des rares armées qui a des moyens de lutter efficacement et voire très efficacement contre les KV. Ouais, tout à Ils fait. ont, et tu vois dans cette liste-là, ils ont deux fois un Lancia, Oui. plus des Semovente 90. Donc là, tu alignes quand même 5 canons qui percent à 14. Et là, le KV, il n'aime pas. Et là, Oui. le KV, il n'aime pas du tout. Après, eux, ils font le choix dans l'équipe de la placer un peu plus offensive, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois des Semoven 75 qui sont finalement l'équivalent de chars moyens avec un canon loin d'être dégueulasse, Mhm. qui ont plutôt vocation à être en réserve. Et il a une formation complète de L640. Alors, L640, pendant longtemps, c'était le truc ignoble du Midwar parce que ça valait que dalle et que ça te rentrait dans la figure et ça t'ouvrait. Là, ça s'est un peu fait calmer par les points dynamiques, donc ce qui est très bien. Ça reste super fort. Ça reste des petits chars qui font pas grand-chose sur autre chose que de la reconnaissance et de l'infanterie et des canons, mais bah, qui ne prennent pas un budget de fou justement pour faire ça. Donc sa liste, elle est bien, moi je l'aime beaucoup. Il est quand même assez tanky en anti-char. Les 100 mm qui jouent sont des 25 Pounder, donc quand même un anti-char de 2 tirs à 9 Fire Power 3+. Voilà. Et surtout, elle est, en fait, je le trouve assez polyvalente face à ce qu'elle va affronter. Alors certes, elle est orientée Ouais, KV, mais elle a aussi finalement de quoi résister à un mec qui jouerait plein de chars moyens. Et ça, c'est intéressant. Petite précision, lorsque tu as parlé des
Dynamic Point. Faut savoir qu'en fait, c'est Battlefront qui a mis en place ça. C'est pour équilibrer, il me semble, hein. Ouais, C'est une sorte de fac des coups en point des unités. c'est ça. Voilà. Pour rééquilibrer un certain nombre de choses. Ça s'est fait un peu concomitamment avec les deux compilations qu'ils ont sorties. Je crois que c'est North Africa et Eastern Front, qui sont les compilations Midwar, et avec les monsters. Là, dans le paquet, là, les seuls monsters qui sont joués, c'est c'est Movente 90. Et ce sont des choses qui ont vraiment vu combat, hein. De toute façon, dans le TC, tous les monsters autorisés sont des choses qui ont effectivement combattu Oui, en 1942-1943. Ça évite des projets totalement expérimentaux qui n'ont jamais vu le combat. Enfin, tu vois, oui, c'est pas. c'est ça. Ouais. Et donc, Euh, du coup, les extérieurs sont très contents parce que ça leur donne un super bonus avec les c'est ça. COBT 90. Alors on a fini Globalement, avec. sur la méta, on Ouais. n'a pas parlé d'un truc, c'est quand tu lis un metagame, moi ce que je fais toujours, c'est que j'essaie de déterminer quelles listes peuvent jouer défense et quelles listes ne peuvent pas jouer défense. Mhm. Quand je dis quelles listes peuvent jouer défense, c'est prendre la posture, le battle plan défense. Comme tu dois attribuer deux attaques, deux manœuvres, deux défenses, tu sais qu'il y a au moins deux armées qui sont dans la position qui est la plus difficile aujourd'hui à Flames, c'est être défenseur-défenseur. Mhm. Et ça, tu peux pas le faire en fait avec toutes les armées parce que tu as un certain nombre de contraintes. Des armées vont être totalement en position à l'intérieur de sécurité si elles sont en défense parce que elles vont avoir par exemple trop de réserves de chars. L'armée qu'on a vue par exemple la liste URSS avec les lits, bah, si elle doit mettre une seule unité blindée sur table, bah, en fait elle va avoir genre 60 ou 70 points en réserve et bah, c'est un peu compliqué quand C'est même clair. d'être là-dedans, le 40. Donc là-dedans, les Anglais ont un truc qui est intéressant dans leur méta, c'est qu'il y a trois listes qui sont susceptibles de jouer défense, voire même une quatrième, même si c'est pas sa guerre. Les deux hongroises et la roumaine sont vraiment pas mal du tout pour jouer défense, Mhm. même si, encore une fois, il y a des styles plus ou moins, c'est-à-dire la grosse ligne d'infanterie, t'aimes ou t'aimes pas, mais clairement ça peut jouer défense. Mhm. Et la quatrième, c'est la liste de marques qui finalement, quand tu calcules les points, avec sa formation de BA, etc., peut se permettre de jouer défense, même si c'est pas ça, pas ça pourquoi elle est faite. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc l'analyse de l'équipe anglaise pour toi? C'est une bonne équipe, il y a des bons joueurs qui connaissent bien leur sujet. Je pense qu'ils risquent de se faire un peu. Moi, j'ai un vrai doute sur les deux Hongroises. D'accord. Je pense que c'est trop difficile d'avoir deux Hongroises. Je pense qu'il y a finalement beaucoup de listes à protéger dans leur méta. Les Russes, pour une raison qui est toute bête, c'est qu'on a bien vu, tu vois, sur les listes russes, qu'elles ont leur anti-tank maximum, c'est 9. Mhm. Donc, clairement, quand elles vont être par rapport à d'autres KV, et bah, c'est match nul. Mhm. Et ça, tu peux faire tout ce que tu veux. Bah, en fait, personne ne gagne. Et match nul à l'ETC, ça équivaut à une défaite. Donc, tu vois, tu n'as pas vraiment intérêt à faire match nul. Ouais. Donc, si tu as à la fois tes deux listes russes à protéger et en plus d'autres listes à protéger, ça devient un peu compliqué de faire des points. Donc, je pense que avec les bons joueurs qu'ils ont, etc., ils ont quand même moyen d'enchaîner un certain nombre de victoires. Mais je les vois pas, je les vois pas finir au top avec ce qu'ils ont aligné. Ok, ça marche. Alors tu veux peut-être passer maintenant avec les États-Unis ou la Pologne? Yes, on reste avec nos amis anglo-saxons. Ok. Euh, alors, parenthèse sur les Américains, il faut savoir que les Américains jouent beaucoup plus que nous. Tu l'as dit tout à l'heure, ils sont énormément représentés dans les wargames parce qu'ils ont aussi une gestion du temps qui est totalement différente de la nôtre en France. On les voit énormément dans les tournois et ça, c'est assez cool parce que tu vois régulièrement des photos de joueurs avec des têtes régulières, des Chris Fred, des Chris Jackson qui postent leurs photos et tous les 15 jours, tu as l'impression qu'ils sont en tournoi. Moi, je sais pas comment ils font, mais je suis très content pour eux. Je sais que je pourrais pas Ah ouais, c'est enchaîner. clair, hein. Et, et ils ont l'avantage, bah, tu vois, d'être vraiment en train de toujours tester plein de choses. Et parfois, ils ont un peu d'avance par rapport au reste du monde. Et c'est assez intéressant comme point de vue. Ok. Et ils ont aussi une autre spécificité, c'est qu'ils jouent plus vite que nous. Donc leurs parties ont tendance à durer entre minimum un quart d'heure, voire souvent une demi-heure, trois quarts d'heure de moins que nous. Aux US, tu vois, c'est inconcevable de faire une partie de 3 heures. C'est Ouais. genre à 3 heures, qu'est-ce que tu fais? Autre chose à foutre. Donc c'est plutôt du 2 heures. Et ça se ressent aussi sur leurs listes qui sont finalement assez all-in et qui vont assez rapidement déterminer tu gagnes ou tu perds. C'est-à-dire qu'au bout de 3 tours, tu sais comment la partie elle va se terminer, peu ou prou, à quelques variantes près. Et ça se D'accord. voit vraiment dans la figure de leur liste. Ok.
Donc, tu veux commencer par. Alors, moi, j'ai Ce que tu Jackson, veux. Jackson Chris avec un Américain qui joue américain. Voilà. Non, il joue. C'est la liste. Non, T34, pardon, parce que j'ai eu USA. Ouais. La T34, donc c'est du russe, Enemy of the Gate. Ouais, alors cette liste-là, pour moi, elle est clairement pas défense. Il joue la T-34 avec donc des Valentines, des T-60, des mortiers et encore la fameuse infanterie Hero SMG. Il n'a pas de T-34 à part son QG. En fait, il switch ses T-34 par une carte de commandement qui lui donne des Panzer III. L'intérêt, il est finalement de gagner un peu de points sur ces T-34. Il prend des Panzer III qui sont moins bons que les T-34, mais qui coûtent moins cher. Donc c'est malin. Ok. Il joue des Rocco, l'avion, des KV et le Lucky. Donc toujours le Lucky parce qu'il n'y a qu'une seule formation, donc toujours utile d'avoir ça. C'est une liste assez cohérente, assez bien construite, qui a toujours le même plafond de verre. Je ne tirerai pas à plus de 9. L'avion peut éventuellement aider. Après, l'avion fait clairement pas tout, quoi. Ok, L'avion, tu peux pas compter sur ça. C'est pas des Semovente 90, quoi. ça marche. On passe maintenant avec une liste italienne, Ouais. avec donc Vincente. Ouais, Vincente, il a une liste qui est très intéressante. On retrouve, tu vois, la formation de L640 assez rapide, assez tanky pour aller prendre l'infanterie et les canons. Il joue une formation de para que moi j'aime bien et Mhm. qui a un concept qu'aussi on a en France, qui est de dire, mais finalement, mon infanterie, elle est là pour deux choses. Elle est là pour amener des mortiers, et parce que c'est l'artillerie la moins chère, et elle est là aussi pour avoir de l'infanterie qui est fearless. Et dans un certain nombre de situations, ton infanterie fearless, c'est peut-être la différence entre le match nul et la victoire. Donc ça, c'est très intéressant, même si ça coûte plus cher. Tu vois que ces formations-là, elles sont petites et c'est volontaire, parce que ça coûte très cher, les infanteries fearless, Carrefour, Vétéran. Il joue le package classique italien, enfin désormais classique italien, avec les 2 fois 1,88. Il joue 3, je crois, Semovente 90 et Oui, 4 Semovente long, tout à fait. et de la Rocco classique qui va bien. Donc c'est une Voilà. liste Donc, italienne, on bonne va dire liste. classique, mais avec ce Ouais, côté un peu impactant de l'infanterie, quoi. c'est ça, c'est ça. Il est plutôt, voilà, il n'est pas vraiment sur la défense. Au contraire, il va plutôt être sur le fait d'aller porter le danger vers l'adversaire et de faire avancer sa horde de bonhommes. Généralement, les paras sur les chars pour qu'ils aillent encore plus vite, soutenus par des tirs à longue portée qui vont zapper qui du Tigre ou qui du T-34, qui du ce que tu veux, ce qui se retrouvera sur la route. Moi, j'aime beaucoup le principe de cette liste. Ok. Ensuite, on a une liste, je crois que c'est une liste américaine, puisque c'est Fighting First Force, avec Ouais. du M3 Stuart, du Rife Company, et je vois qu'il y a du M10 aussi. Ouais, la particularité de cette liste, alors on n'avait pas vu de liste américaine, je crois, avec les Anglais. Les Américains, ils ont un peu un positionnement un peu bâtard sur le mid. Ils Mhm. savent tout faire, mais jamais rien de bien. Donc en fait, c'est D'accord. très pratique pour un capi, c'est que bah tu peux le dire, tu peux mettre ton joueur dans n'importe quelle situation et dire bah débrouille-toi et tu peux pas me dire que tu es en galère, parce que par définition, tu es polyvalent. Mais pour un joueur, c'est super délicat parce que comme tu fais rien de très très bien, bah, tu es tout le temps en train d'aller chercher quelque Ouais. chose et de galérer. Et lui, sa liste, elle est un peu dans cet esprit-là. Tu vas retrouver du mortier, tu vas retrouver de la reco, de l'infanterie, des petits chars légers et des chasseurs de chars, très utiles. Par contre, lui, il fait pari de jouer des Crusaders. Et Ok. l'intérêt des Crusaders, c'est que combiné avec les Stuarts, tu vas avoir une armée qui est très, très, très rapide, qui va bouger entre 30 et 35 sans même compter les ordres Mhm. pour aller agresser l'adversaire et le grignoter, le prendre de flanc, tout ça. Euh, les Américains ont le même problème que les Anglais. Ils ont un anti-tank maximum à 12, donc c'est un tout petit peu léger pour gérer des doublettes de KV ou quoi que ce soit. Mais c'est pas le but de sa liste là. La liste, elle est là pour t'agresser, pour venir sur ta figure et te dire bah j'arrive très rapidement. Cette liste-là est très américaine dans l'esprit parce que tour 2 elle est sur toi. Ah Et ben en oui, fonction de comment tu la joues, le gars, c'est lui qui va te payer un coup ou c'est toi qui vas lui payer un coup. parce Donc que c'est pas mal, ça permet de boire des coups avec les Américains. En plus, ils sont très gentils. c'est ça. Vu le nombre de Crusaders, là, parce que là, c'est impressionnant. C'est vrai qu'au début, tu vois cette liste là, déjà beaucoup de Stuart, et là, le nombre de Crusaders, ça fait une liste Ouais. énorme, quoi. C'est impressionnant. Ok.
Donc là, on a vu finalement quand même des listes assez offensives pour l'instant, parce que même Oui, l'italienne était quand même plutôt ouais, portée vers elle est l'attaque. offensive aussi, là, je confirme. Je confirme, je confirme. Et dans la passe à du russe avec Maurice Kevin, Ouais, donc c'est la deuxième liste russe le KV. qui va avoir KV, Valentine, T60, Hero SMG Mortier. Tu vois, tu peux même les mettre de base dans toutes ces C'est listes-là. ça, ouais. Du KV8, IL2, T70, Rocco. Les formations de Rocco. Alors, la particularité, c'est que tu te retrouves avec les deux formations KV, KV8. Ouais. Ok, enfin les deux unités, pardon. Mm. Donc on est vraiment sur le lourd. C'est la formation un peu bâtarde où finalement tu n'as pas de QG. Donc pour moi, c'est le défaut de cette armée-là, c'est Ok. que le KV est très très fort à partir du moment où il y a quelqu'un qui va lui dire tu relances un test. Ouais. Tu relances ton commandement pour contre-attaquer, tu relances ton test pour remonter, tu relances ton test de morale, etc., etc. Là, cette formation qui est finalement assez privilégiée, enfin assez plébiscitée, pardon, un peu partout dans le TC, a ce gros défaut de bah ouais, t'as pas de QG donc tu relances pas. Et ça, c'est un peu bof. Après, sur le papier, c'est très fort. On est dans les mêmes types de listes qu'on a vu précédemment, tant chez les Britanniques que même dans leur équipe. Et ça joue sur, bah, de toute façon, l'URSS, c'est fort. Tu vois, ça, c'est le deuxième méta qu'on voit où ils ont deux listes URSS et c'est pas pour rien. Ouais. Et là, Et oui, avec il avait remplacé, je crois, les Stuart par des T70. ouais, qui Voilà. sont un peu moins bien, enfin qui sont clairement moins bien, mais qui font le taf, ils sont un peu moins chers. C'est Par ça. contre, il a une formation de repos aussi à l'intérieur pour lui C'est donner ça. un peu plus de jeu de jambes et deux formations pour éviter de breaker facilement. C'est Donc ça. pareil, on est sur une liste qui est très offensive. Très offensive, très américaine. On est Mayer Jonathan, Jonathan Ouais, avec des Italiens. ouais. Alors c'est une formation italienne où tu vas retrouver le même type de pattern avec les 2x1 88 et les 4 Semovente 90. Donc Ouais. lui, il a finalement un peu moins d'anti-char par rapport à l'autre au départ, Ouais. mais après il compense avec une formation de carry. L'armée est un peu particulière parce que quand tu la regardes comme ça, c'est pas vraiment une liste défensive. En fait, quand tu lis leur metagame, on a déjà passé quatre armées qui sont clairement pas faites pour la défense. Bah ouais, ouais. L'américaine peut le faire, mais franchement, c'est pas sa guerre et elle rapportera pas des points si elle joue en défense. Mm. Donc celle-là peut jouer défense avec un aspect un peu sympathique de dire finalement j'ai une grosse formation d'infanterie, même si c'est je crois les jeunes of Rome, donc c'est un peu des mecs pas géniaux, mais qui va pouvoir tenir le terrain le temps que mes chars viennent faire le nettoyage. Et dans les chars, il a des M14 41, il a des Semovente. Les Semovente, moi je les ai joués pas mal en début de saison, c'est quand même pas mal du tout quand tu n'as pas finalement à rentrer dans un duel. Quand tu viens de réserve et que tu peux choisir ta cible, bah c'est assez fort. Ouais. Donc voilà, donc cette liste-là, pour moi, fait partie de leur liste de défense et Ouais. ça la dérange clairement pas de devoir attaquer. Donc D'accord. c'est malin. Intéressant. C'est malin parce que quand tu tombes aussi sur une défense-défense, bah en fait les deux sont obligés d'attaquer. Mm. Donc il est clairement favorable par rapport à tu vois les listes de Hongrois qu'on a vu tout à l'heure qui sont des tanks que je bouge pas et je fais mon bunker quoi. Ok. Ah, intéressant, puisqu'on voit des premières fois des Allemands. J'allais commencer Ouais, avec donc David Tony qui nous sort des Allemands ouais, avec un Ferdinand. exactement. Les Allemands, c'était un peu les boogeymen avant les points de dynamique parce qu'ils avaient des recos qui étaient pas chers et surtout ils avaient un package anti-char qui était vraiment vraiment très costaud. Les Marders coûtaient beaucoup moins cher que ce qui coûte aujourd'hui. Tu pouvais aligner du Diana, mais tu pouvais aussi monter avec d'autres types d'anti-chars un peu plus lourds. Donc c'était le top du top si tu voulais te défendre en anti-char, ce qui est pas mal dans un dominant de 2 kV. Mm. Là, ils ont pris une petite claque sur les fesses, gentil, mais quand même et qui font que c'est beaucoup plus difficile à sortir. Maintenant, quand tu les sors, moi je trouve que les mecs qui les sortent ont des plutôt bonnes listes, voire très bonnes listes, et ils assument pleinement le fait que ce soit une nation qui va avoir du gros anti-char. Et là, clairement, c'est ce que nous dit Tony. Tony, il a une formation d'armorée de cartes assez classique, donc Ouais. il joue 5, parce qu'il ne peut pas en jouer plus, parce que les restrictions de l'ETC font qu'il ne peut pas en jouer plus. Mm. Et derrière, il aligne des packs 40, des 88, les deux par trois. Donc là, c'est vraiment, je vais te tirer dessus et je vais te faire mal. Il aligne le Ferdinand. Et Ferdinand, il faut faire une petite parenthèse là, parce que le Ferdinand, beaucoup de joueurs le considèrent bien meilleur que le Tigre, parce qu'un Ferdinand contre un Tigre, c'est le Ferdinand qui gagne. C'est totalement faux.
Parce que le Ferdinand ne fera jamais les mêmes choses qu'un tigre. Le Ferdinand ne va pas dans les terrains, le Ferdinand ne va pas à l'assaut, le Ferdinand est pas bon quand il rentre de réserve, il est beaucoup plus lent, il a un plus mauvais moral, etc., etc., etc. Le tigre est bien meilleur que le Ferdinand, mais l'intérêt de Tony dans son jeu d'équipe aussi, c'est de dire, je mets le Ferdinand pour faire la même chose qu'un tigre, c'est-à-dire casser du KV, mais je mets aussi un Ferdinand parce que si jamais mon équipe tombe contre un tigre, le tigre n'ira jamais contre moi et je vais potentiellement les orienter sur des trucs qui m'intéressent, comme mes deux listes italiennes qui peuvent faire des canons laser sur le tigre. Ouais, tout à fait. Voilà l'idée. Disons que le Ferdinand, il y a un côté psychologique en gros, quoi. Ouais, il y a un côté, ouais, c'est ça, c'est un cube que tu mets là-dessus, C'est ça. enfin en psycho. Après, c'est clairement un truc qui va finir en réserve, Ouais. vu ses points. T'es pas obligé de le faire et Tony a suffisamment de trucs pour potentiellement mettre son Ferdi sur table. Maintenant, dans la plupart des cas, il a vocation à l'être. Derrière, il a rentré une formation de Hongrois qui est affreusement pas chère pour rentrer à la fois du canon, à la fois du mortier, à la fois de l'infanterie. Donc ça, c'est très malin Ouais. et des petits chars en plus, des T-38. Et Et c'est là, 3 encore points une fois, on simplement, est. hein. C'est 3 Ouais, points c'est la que formation, dalle, c'est mais c'est ouf. des mecs qui sont mauvais, mais qui ont l'avantage d'être présents, quoi. Ça fait du Voilà. body. Là encore, armée style américain. Et Tony est habitué à faire ce genre de liste. Si tu veux, c'est quand même assez risqué de te dire que tu n'as qu'une formation, qui est la formation de Rocco, et qui en plus sont des Rocco, et que si tu la perds, la partie s'arrête. Mm. Euh, Encore une fois, les Ricains ne jouent pas pour jouer 8 tours, ça les intéresse pas. Ils vont jouer 3, 4 tours, 5 tours, allez 6 tours parce qu'il faut aller jusqu'aux 6 tours et que parfois il faut aller jusqu'aux 6 tours. Mais c'est tout, ça les intéresse pas de faire ça. Donc finalement, si tu joues plus vite et si tu joues moins de tours surtout, tu as beaucoup moins d'espérance de perdre ta formation qui ferait que tu perdrais ton armée. C'est comme ça que c'est conçu. Ouais, ouais. C'est ça. Comme tu disais au tout début, c'est du all-in. Ils vont à fond dans le C'est ça. concept. Et voilà. Et donc, je crois qu'on a fait l'ensemble des Yes. Américains. Donc, Donc aspect général des Américains. Donc, tu disais all-in. beaucoup de. Ouais, c'est ça. Je te mets la pression très fort, très lourd dès le départ. Ils ont deux listes défensives qui sont, je pense, pas trop mal construites, à la fois leur allemand et leur deuxième italienne. Le reste, c'est pour te faire un rush. Tu as beaucoup de redondance, Mm. finalement. Tu t'aperçois que la liste allemande, la liste italienne 2, elles se répondent bien. Oui. Les deux listes russes se répondent très bien. Et la liste italienne 1 avec les L640, les paras, et la liste américaine qu'ils ont avec les Stuarts et les Crusaders se répondent vraiment assez bien. Et moi, Donc c'est pas mal. ce que je trouve intéressant, c'est ce que tu l'as dit en creux, c'est-à-dire que quand tu lis leur liste, tu vois pas fondamentalement une liste défensive au début comme on a vu avec les Anglais, avec les Hongrois, tu vois. Tu te dis pas, waouh, là le mec il veut tenir le terrain. Il a toujours quelque chose qui peut attaquer, quoi. Et ça, c'est assez Oui. intéressant. Bah, tu vois, tu as les Anglais qui avaient finalement quatre listes qui pouvaient jouer défense. Là, les Américains n'ont que deux listes qui peuvent jouer défense. Mm. Et les deux listes en question sont des listes, tu as raison, qui sont très mobiles et qui peuvent porter le danger sur l'adversaire s'il y a besoin. Ok. Donc on voit là, tu l'avais dit au début, déjà une conception déjà un peu plus pas complexe, mais un peu plus poussée que les Anglais. On finit avec les Mm. Polonais. Ouais. Et tu m'as pas demandé mon prono sur les Ah, je Américains. t'ai dit, vas-y, vas-y. Ouais, je suis intimement convaincu qu'ils vont très bien figurer parce que c'est une période en fait pour eux. C'est une période où il faut pas forcément faire des listes trop compliquées. Il faut jouer relativement simple. Si tu maîtrises bien ton appareillement, ils sont pas mal à ce petit jeu-là et que tu as des bons joueurs, ce qui est leur cas. Moi, je suis vraiment serein pour eux cette année. Je suis convaincu qu'ils vont finir sur le podium. C'était assez rigolo parce que quand ils sont venus en 2021 en Europe, ils ont fini très très mal et nous on leur avait mis 7-1 je crois. Ah ouais. Les Roumains leur avaient mis 8-0. Enfin, tu vois vraiment un gros truc. Et l'année suivante, ils sont venus et ils gagnent le TC. Et là, je pense qu'ils ont une bonne équipe, une bonne dynamique. Ils ont un certain nombre de joueurs qu'ils n'avaient pas forcément avant. Mhm. Beaucoup d'expérience, un bon méta, une bonne période pour eux. Ouais, je suis assez confortable sur le fait qu'ils vont bien figurer. Ok. Donc on passe avec les Polonais avec Michał Yes. et Josuak qui jouent des Roumains. Ouais. Donc, il y a une liste roumaine que moi j'aime bien sur le principe parce que tu vas avoir des R2 qui sont finalement des chars de Early War, qui sont des Panzer 35, Ouais. combinés à des Panzer 4 qui sont excessivement chers pour ce qu'ils font, mais qui du coup vont meubler des réserves, qui peuvent potentiellement meubler des réserves. Une formation rifle assez classique avec des mortiers, de la reco, et après il y a deux choix qui ont été faits, c'est-à-dire le Stuka et le Tigre avec le Ki.
Moi, je trouve que l'armée est intéressante dans le principe. Je trouve qu'elle a malheureusement 20% de son budget qui est à chier, qui sont les Panzer IV, qui sont affreusement trop chers pour ce qu'ils font. Tu préférerais avoir plus de R2. Maintenant, connaissant un peu le bonhomme, s'il l'a fait, c'est qu'il y a une vraie raison derrière. Ouais. Cette liste-là, elle craint clairement de se retrouver face à d'autres chars. Elle est plutôt orientée très infanterie, très anti-gunline, anti-infanterie. Je pense que c'est pas forcément une idée très adaptée mid-war. Mhm. On voit que les listes finalement de gunline infanterie canon, il y en a pas tant que ça et que tu peux les gérer finalement sans avoir un gros volume. Voilà, je sais, je suis un peu dubitatif sur cette liste-là, même si j'aime bien le principe de base d'avoir des R2 et de prendre le parti de jouer le Tiger en mode garde-fou. Ok. On passe maintenant à Pavel qui va nous jouer des Fighting First Force des Américains, il me semble, non? Ouais, Ouais. des Américains. Des Américains, qui est pour moi une liste qui peut jouer défense. Globalement, les Polonais ont un peu le même esprit de metagame que les Américains sur les postures. Pas tant dans les listes, mais sur les postures. Il y a grosso modo deux listes qui peuvent jouer défense, mais qui sont des listes qui sont défense, mais portées, c'est-à-dire qu'ils vont avoir vocation aussi à aller de l'avant. Mm. Et cette armée américaine est un bon exemple. Il y a des lits, des mortiers, de la reco, de l'Armored Rifle Company, des T-30, des M10 et le Ki. Donc, deux formations. Les lits sont un peu des pompiers et sont finalement pas trop mauvais en mid-war parce que bah, j'ai de la mitrailleuse, j'ai du canon pas dégueulasse, j'ai de la mobilité. Mhm. L'Armored Rifle Company, c'est un peu le concept qu'avait développé Jean-Michel la dernière fois où j'ai du bazooka, j'ai du bonhomme, je tiens le terrain. Ouais. Malgré le fait que ça prenne quand même beaucoup, beaucoup de coups dans la figure. Il a du mortier, du T30. Pour moi, pas forcément assez. Je me serais attendu à avoir peut-être un peu plus de mortier et de T30 parce qu'il a quand même deux slots encore ouverts, Mhm. quitte à faire des choix derrière. Et il a les M10. Donc clairement une liste qui va un peu souffrir sur l'ensemble du tournoi, mais qui a ce côté assez plaisant de te dire, bah, je peux toujours dégainer quelque chose, je peux toujours m'en sortir. Et finalement, je suis défense. Si je m'en sors bien sur les appareillements et je joue contre une autre défense, c'est moi qui vais porter le danger vers toi parce que j'ai Ouais. de la mobilité, toi t'en as moins. Là, quand même, comme tu disais tout à l'heure au tout début, si ça tombe contre du KV, ben, un britannique-américain, pas forcément de quoi l'arrêter, quoi. Ouais, même si par rapport, tu vois, à la liste qu'on a vue tout à l'heure, celle-là était un poil mieux parce qu'elle a les Armored Rifle Platoon qui Ouais. peuvent éventuellement arrêter des KV soit en tir de contre-charge, soit en assaut parce qu'ils ont anti-tank 10 versus le 8 du KV, qui ont des M10 qui peuvent faire le truc. Mais clairement, c'est compliqué. Mm. Clairement, c'est compliqué pour eux. Ouais. Ok. Ça, on va pas se le rêve. On passe avec Machek qui nous joue des Russes, le KV. Ouais. Donc une seule armée de Russes dans leur méta. Donc eux, ils jouent assez classique des KV, des Valentines, les mortiers. Ils jouent une Hero Rifle et du KB8 et de l'IL2 avec de l'ABA et reconnaissance by combat et encore le Ki. Donc on est vraiment sur une liste très similaire à ce que jouait l'américain qu'on a vu tout à l'heure. Il y a quelques petites variantes, mais c'est le même esprit. J'ai du KV, j'ai de l'artillerie qui est un peu mieux parce qu'elle a reconnaissance spy combat. J'assure le steak avec le fait que j'ai Lucky pour pallier finalement à ma perte de commandant dans la formation de KV, pour pouvoir rentrer les KV. Et ça joue très classique et très bien. C'est-à-dire, c'est une liste d'attaque qui va rentrer dedans, qui ne veut pas rencontrer des choses comme la nage 9 parce qu'elle ne peut pas lui passer dessus. Mm. Mais en même temps, même si elle les rencontre, bah, ils font match nul. Donc c'est sécure. On est vraiment dans le cœur du réacteur du middleware qui fonctionne bien, malheureusement pour les autres. Et ben là, je crois qu'on va avoir du britannique. Première fois qu'on voit du britannique, il me semble, Ouais. avec Et avec Cornell. une liste un peu rigolote. Ouais. Avec une liste un peu rigolote qui a un peu qui avait un peu fait couler un peu d'encre quand elle est sortie début juillet où les gens ont dit ouais mais en fait il y a beaucoup de recos. Il faut savoir que il paye la carte Scout sur ses Crusaders qui lui donne du coup une moins bonne mobilité mais une meilleure défense et la capacité d'être reco. Mhm. Et en plus
de ça, ils jouent des Humber. Ouais. Sauf que bah, les restrictions qu'il y avait à l'ETC, les 5 unités de Rocco ne portaient finalement, tel que ça a été rédigé, que sur les petites figurines de reconnaissance, les armorettes car finalement. Donc un char, un vrai char en tant que tel qui est Rocco, bah, n'est pas soumis à cette restriction. Donc cette liste, elle est maligne. Elle va jouer avec une masse de voiturettes et de chars qui vont être careful, Rocco, enfin scout du coup, pour prendre un minimum de shots dans la phase d'approche et ensuite te submerger sur leur volume. Derrière, il a des Churchill qui sont là pour faire de la réserve, des 25 Pounder et des Hurricanes. Mm. Euh, les vraies faiblesses de la liste, elles sont assez évidentes. C'est que bah, tu es ultra limité sur ton anti-char et que tu vas tomber sur un mec qui a un KV, bah, il va te dire bah, viens tout autour de moi. Grosso modo, il va rien se passer parce que je vais tanker tout Mm. ce que tu vas m'envoyer dessus. Donc c'est un peu du all-in, entre guillemets, un peu à l'américaine. Ouais. J'aime bien le fait que les gens l'ont pas forcément vu venir. Et que ça change un peu du russe, même si on reste finalement dans le même esprit, mais Ils fait sont allés la différent. Tu chercher vois, quand au même. lieu d'y aller avec, Ouais, ils sont allés la avec des chercher. mecs pas tanky, tu vas avec des mecs plus tanky qui ont tendance à prendre moins de shots. Et après, bon, après tu tombes sur les problèmes de l'anglais. Ton anti-char max, il est quand même assez limité. Tu as des canons de 25 poudre qui coûtent une fortune. T'as pas d'infanterie. Bon, voilà Ouais. quoi. Mais ça Euh, peut le faire. Je pense que c'est une liste qui peut le faire. Tu peux expliquer peut-être pourquoi les recos elles peuvent aussi facilement comme ça se rapprocher de par les règles qu'elles ont? Ouais, alors de base, Spearhead, donc la règle des reconnaissances, leur permet de faire un premier mouvement au début de la partie. Les deux contraintes que tu dois avoir, c'est que tu dois être à plus de 40 centimètres d'une zone de déploiement ou d'un objectif. Donc Mhm. là, ça te contraint, tu peux pas aller non plus où tu veux. Et tu dois être à plus de 20 centimètres d'une unité ennemie cachée, concealed. Euh, les deux sont cumulés. Donc, c'est-à-dire que chaque armée peut faire potentiellement son mouvement de Spearhead en sortant de sa zone de déploiement et se retrouver très près l'une de l'autre en ayant fait du Spearhead. L'idée générale de la Reco, c'est tu commences finalement à 40 centimètres de la zone de déploiement adverse ou d'un objectif. Tu vas avoir le premier tour et bouger. Et tu vas jouer sur le fait que tu es careful et scout. Scout te permettant de bouger de garder ton gun to ground en bougeant. Donc, quand tu combines careful, concealed, gun to ground, tu es à 6 plus pour toucher. Pour peu que tu sois à longue, c'est du 7. Ouais, clairement, tu vas pas être touché souvent. Et C'est il ça. vaut mieux à ce jeu, parfois, pas tout le temps, mais souvent avoir un moins bon blindage, mais une difficulté supérieure pour être touché, plutôt qu'un blindage de fou et finalement de te dire bah, tout le monde me touche et bon, bah, je vais finir par rater mes saves. C'est ça, tout à fait. On passe maintenant à une liste allemande, Ghost Panzer Oui, Force, jouée par le cours Lukács, ouais. qui, voilà, mais je te laisse avec des SDKF. Et celle-là a pareil, la même spécificité que l'autre là, c'est qu'en fait, il joue à la fois 5 unités de reco, mais en plus, il joue des loots. Les loots qui sont finalement des reconnaissances, mais des chars de reconnaissance, donc pas soumis à la restriction. Parenthèse, moi je suis totalement contre cette restriction. Je trouve que c'est totalement débile. Quand tu peux dire que tu ne spammes pas des recos, mais tu spammes des chars légers, bah en Oui, fait ça équivaut à la même chose, donc je vois pas vraiment l'intérêt. Mais c'est bon, ça. ça fait plaisir. Donc c'était mon petit moment coup de Ouais. gueule. Donc il y a des recos en pagaille, il y a un mix de M14 41 et de Semovente 75. Moi, j'aime bien cette liste parce qu'elle a le Ferdinand et le Buffla qui est finalement un 88 mobile. Il bouge pas, il tire pas. Ça ne marche pas. Mais il a l'avantage de pouvoir se redéployer. Donc Mm. ça, c'est cool. Euh, il y a une unité qu'ils ont mis dedans que j'aime pas du tout, qui est le Panzer 1 infanterie. Donc ça, c'est un des Midwar Monsters. Ce Panzer 1 infanterie, finalement, ça a un très gros blindage. Et c'est un tout petit charme avec un blindage de fou, un top de 2, etc. Donc ça va ramasser tout ce qui est infanterie et canon, mais uniquement ce qui est infanterie et canon, parce que sa seule arme, c'est une mitrailleuse. Voilà. D'accord. Donc, en gros, bah, c'est bien, mais dans la mesure où tous les autres chars le font déjà, j'aurais pas mis, tu vois, 13 points de Panzer 1, machin, là, et j'aurais plutôt mis, et c'est ce qui manque, je pense, dans sa liste, encore une unité anti-char Mhm. pour pouvoir dire, mais finalement, cette liste-là, elle est capable d'assumer beaucoup de choses. Maintenant, je comprends aussi pourquoi il l'a fait, en disant, je joue, entre guillemets, à l'américaine, je vais, dès le tour 2 être sur toi, parce que toute ma force va avancer assez rapidement et on va voir comment ça se passe à partir du tour 2 où je vais pouvoir te charger. Et là,
ces trois chars, finalement très très dédiés à anti-infanterie, anti-canon, vont pouvoir aussi aller taper et faire du CAC plus facilement. Ok. Et on finit donc avec Adam Tiszkemski qui joue lui de l'italien. Ouais. Pour moi, c'est leur deuxième liste défensive. Ils jouent une rifle Bersaglieri full, alors vraiment à l'ancienne, avec un mix un peu de tout là-dedans, les platoons, tu sais, où finalement ils ont ramassé tous les mecs paumés dans le désert, ils en ont fait une unité. Il y a plein de petits canons dedans. Tout ça est Légion de Rome pour baisser encore les coups en point et de vraiment, bah, je suis dans mes trous et j'essaye de survivre comme un petit Italien en mettant ma casquette de pâte sur la tête, tu vois, Ouais, c'est ça. ma casserole de pâtes sur la tête. Après, il joue les Semovente 90 du peuple qui sont vraiment stop gap. Les Semovente 75, il joue qu'un Lancia. Mhm. Je comprends, c'est un peu dommage parce qu'un Lancia tout seul ou un 88 tout seul, ça n'a pas du tout le même impact que les deux 3 1 Ouais. que tu peux mettre à deux endroits différents de la map. Et il joue le tigre avec le ki. Donc j'aime bien cette liste-là. J'ai juste un petit doute sur le Lancia, qui est, je le trouve un peu moyen. Et clairement, par contre, cette liste-là, si elle se retrouve en défense-défense, c'est-à-dire à finalement aller faire un fair fight, un free-for-all, un dust-up, un encounter, elle fera pas beaucoup de points. Ouais, Donc parce qu'elle n'a elle est pas la là pour cap. prendre des coups. Elle est là pour prendre des coups, essayer d'arrêter des listes AKV, par exemple. Mais elle est un peu. Elle va manquer de couple pour aller chercher des points, alors que d'autres listes plus défensives là, qu'on a vues, la liste des lits, par exemple, elle peut aller porter. Mm. Ok, super. Par exemple, c'était la liste américaine avec Yes. les lits, etc. Ok, super. Donc les Polonais, tu nous avais dit que c'est celle qui te paraissait le plus compliqué à Oui, lire. plus compliqué parce que tu vois, par exemple, le fait de combiner des formations de reconnaissance avec des chars de reconnaissance, c'était pas forcément évident à voir. Mhm. Il y a un certain nombre de listes qui prennent des paris. Est-ce que ça va payer? Est-ce que ça va pas payer? Bah, on ne sait pas trop. Tu vois, on disait les Roumains qui mettent des Panzer 4 à 19 points, qui sont super moyens par rapport à ce qu'ils font, et qui s'enlèvent finalement des possibilités d'avoir plus de chars ou plus de puissance anti-char. Mhm. Les Italiens qui ont la liste italienne avec les platoons mixtes de gars dans le désert qui essaient de se protéger, où il y a un peu de tout et finalement pas forcément ce qu'il faut. Donc ce méta est plus difficile à lire. C'est assez courant de la part des Polonais. Ils sont très poussés sur le jeu en équipe et ils ont tendance à te sortir des choses que tu vois pas forcément venir et que tu ne comprends une fois que tu as fait le metagame avec eux, le appareillement avec eux ou les matchs avec eux en disant ouais mais finalement ça c'est super malin. Donc moi je suis assez confiant quand même pour les Polonais. Chaque fois qu'ils font un ETC ils terminent sur le podium et moi je suis admiratif de ça. Donc c'est tout ce que je leur souhaite, c'est de finir sur le podium. Je suis pas convaincu qu'ils aient les moyens d'aller taper, en tout cas liste à liste, joueur à joueur ça peut être différent, mais liste à liste je trouve que le méta des Ricains Ouais. est plus direct, tu vois, il se pose moins de Oui, questions oui. par rapport à la période. Mais clairement, clairement, c'est une nation sur laquelle il faut compter. Tu peux pas, tu vois, tu rentres à l'ETC, t'as fait que des podiums pendant plus de 10 ans, bah ok, Oui, respect. tu peux pas ne pas regarder et voir ce qu'ils ont pensé. Exactement. Voilà. Bon, mais super. Donc, l'analyse de ces trois équipes. Donc, on a bien compris que toi, tu mettais un ticket quand même un peu plus sur les Américains, les Anglais et les. Enfin, il y a une ou deux listes qui te paraissent un peu problématiques. Et les Polonais, c'est plus sur l'habitude du podium. Est-ce que peut-être, là, pour finir, il y a un outsider dans ce top 3? C'est difficile de mettre un outsider. Moi, j'étais assez content de nos copains italiens qui ont bien fédéré l'équipe. Pendant des années, l'équipe italienne était totalement divisée. Et puis, sous la conduite d'Olivio, qui jouait avec nous l'an dernier d'ailleurs, Ouais. qu'on a accueilli dans notre équipe, il a réussi à fédérer ça. Et je trouve que nous, en France, on devrait aussi s'inspirer d'eux. Je te dis pas que les Italiens vont gagner le TC, hein, mais je trouve qu'il a su insuffler une énergie. Tu vois, il est parti avec un groupe où il y avait 15 gars pour finalement n'en sélectionner que 6 au fur et à mesure des épreuves de sélection. Donc ça, c'est cool. Mm. Je voudrais bien qu'on arrive à la même chose aussi en France.
Donc, on est en train de réfléchir à mettre en place pour la fin de l'année un grand tournoi en France. L'année dernière, on l'a fait à Bandol et on n'était pas beaucoup. Et Ouais. là, on voudrait en refaire un. Donc, on est en train de réfléchir soit au sud-est, soit un truc un peu plus central, genre Lyon, Mhm. avec les gars de Lyon pour accueillir une trentaine de personnes potentiellement. Ouais, clair. Plutôt sur Late War parce que deux choses. Déjà, l'année prochaine, la saison sera plutôt Late War. Il y a plein de choses qui sont sorties là cette année en Ouais, Late War que les gens ont envie d'utiliser. Tu vois, Berlin notamment, on est comme des fous, il faut qu'on joue. Et que le clairement. Late War est clairement plus équilibré que le mid et il y a un côté un peu plus sympa. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Et j'espère créer finalement un peu cette émulation-là et que l'année prochaine, lorsqu'on constituera l'équipe, bah finalement, tu vois, il n'y ait pas que les 5 6 mêmes gars et qu'il y ait une dizaine, peut-être pas une quinzaine, mais une dizaine du collectif des gens qui se sont créés entre les anciens, les nouveaux, et qui se mettent tous autour de la table et qui déterminent qui peut partir, pourquoi, dans quelles conditions, qu'il y ait finalement une émulation. Super, Moi, ouais. j'y crois beaucoup et je Bah, pense que ça va le faire. ouais, bah après, n'hésitez pas de revenir vers moi si vous voulez faire un peu de pub. Et Yes. n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. C'est vrai que bah, là, je trouvais que c'était intéressant de mettre un peu le focus sur l'équipe de France, sur le TC. Bah, parce que voilà, ça fait du contenu pour Fame of War, qui est un jeu qui, malgré tout, qui est joué. Comme tu as dit, c'est joué. C'est un peu un sous-marin, mais c'est joué. Et surtout que bah, les Français s'en sortent pas mal, donc autant le mettre en avant. Et puis Ouais. voilà, ça permet peut-être à d'autres joueurs qui seraient intéressés en France bah, d'avoir aussi une lecture méta. C'est-à-dire, ben, moi je fais les reviews des sorties, mais c'est dans un truc un peu plus casual. Là, c'est bien d'avoir des gens qui ben, s'y filent et s'y filent dans des tournois et de voir que ben, la lecture de la règle et des listes n'est pas du tout la même. Voilà, donc ça, c'est Ouais, intéressant. t'as raison. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire en écrivant sur Breakthrough Asso, c'est que euh, ça fait des années que je joue au jeu et je vois pas l'intérêt, tu vois, de capter l'information pour toi. Si tu veux créer une communauté, il faut que le maximum de gens aient accès à l'info. Ouais, Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais on te montre des techniques. Et c'est d'autant plus vrai à l'ère du numérique actuel où, avant de te lancer dans un jeu, tu veux pas forcément faire des mauvais achats. Voilà. Moi, je vous invite à aller voir sur Breakthrough Asso. Je suis pas le seul, mais on est plusieurs à faire des oui, articles plutôt chiadés qui vont aller au-delà finalement de la simple présentation. La présentation est très intéressante, vous donne un avant-goût et ce que tu fais est top, Jérémy. Mais nous, on va aller au-delà finalement de ça et on va être dans les analyses tactiques. Donc, il y a pas mal d'articles sont déjà sortis cette saison. Il y en a qui sont dans les pipes, en fait, ils sont prêts, ils attendent juste d'être publiés. Il va y avoir notamment un gros tactica sur l'assaut, la phase de assaut, où il va y avoir 3 articles assez détaillés. Il va y avoir un tactica sur la phase de mouvement et la phase de tir, les deux entrecroisés. Donc, ce genre d'article vous permet aussi de voir un certain nombre de techniques que vous n'aviez pas vues. Voilà. C'est en anglais. Après, ça se lit assez bien. Vous oui, pouvez le oui, traduire sur des plateformes type DeepL. Vous prenez tout le texte, vous le mettez dedans et vous le lisez en français. Et n'hésitez pas à utiliser le Discord, le Facebook. Je ne sais pas s'il existe toujours le forum, mais en tout cas, les réseaux sociaux pour poser vos questions, vous manifester, dire que vous êtes là, que vous voulez jouer. Parce qu'il y a du monde. C'est une communauté très sympa, Flames, en France et ailleurs. Et oui, on est toujours là à vouloir accueillir des nouveaux joueurs et à leur apprendre. c'est ça. Ben, super. Ben, on se retrouvera peut-être pour faire le bilan de cette TC mi-août, fin août, pour voir un peu si ben, tes pronostics étaient les bons. En tout cas, donc, ben, je te remercie d'avoir pu faire cette petite analyse. On souhaite bonne chance à nos Français et on se dit à très vite. Salut, merci Allez, beaucoup. ciao. Alors, je vais couper.